cuir, c'était tout autour de la chapelle, le vieux cuir. Il y avait des remparts et on a la rue nationale d'ailleurs, qui était la limite du village. Dans la partie haute, en dessous de Notre-Dame de Santé, c'était que des ruines médiévales. Du côté du Paredon, là-bas, il n'y avait aucune construction. Il y a des très grands champs avec des petites maisons abandonnées dans lesquelles les enfants jouaient avec leurs copains. On sortait du cinéma ou d'une réunion ou quoi, on passait Cuers, il n'y avait personne dans les rues. Il y avait un peu le goudron, mais sur les places principales de Cuers. Le reste, c'était tout en pierre ou en terre. Tout autour de Cuers, c'était que de la verdure, des arbres, de la campagne, quoi. C'était des prés, parce qu'il y avait beaucoup de chevaux. Ce visage de Cuers, pour moi, il a beaucoup changé. On a peut-être 3 000, c'était déjà un gros village, on dira. Actuellement, on est à 13 000, donc la différence, elle est énorme. Ça a changé, quoi. C'est plus le père que j'ai connu. Donc là, vous avez différentes photos qu'on va vous montrer. Et votre objectif, ça va être de les analyser, de les classer. Vous allez pouvoir construire l'histoire de Cuers jusqu'à maintenant. Alors nous, on avait la comparaison de avant et après de la place du Patillon. Il n'y a quasiment rien à voir. On a pu constater que c'était les mêmes grâce aux platanes qui disposent de la même forme. Mais on voit que tout a été rétréci, rénové, changé. Et on voit que ça a beaucoup changé. Déjà, il y a beaucoup plus de voitures. Et maintenant, il y a un trottoir. Mais on voit quand même toujours ces platanes et on voit aussi une église au fond. On voit que la fontaine, elle a été remplacée par un parking. Donc du coup, c'est sûr qu'avant, on voit par exemple qu'il y avait des enfants qui jouaient un peu autour de la fontaine et tout. Maintenant, il n'y a plus personne dans les rues. Avant, il y a tout le monde qui parlait, tout le monde s'amusait, faisait des jeux à l'extérieur. Est-ce que à ce moment-là, Cuers c'était beaucoup plus convivial ou alors c'était pareil que maintenant? Est-ce que tout le monde à cette époque-là justement se connaissait, faisait par exemple des repas avec les voisins Et avec les voisins, on était on se côtoyait assez régulièrement. Tout le monde se connaissait. Moi, je me rappelle, mes parents, la nuit, ils ne fermaient jamais, ils laissaient les portes ouvertes. Le facteur, même quand maman faisait les courses, il montait dans la maison où on habitait et il posait le courrier, il reprenait le courrier. On était presque parents, on était presque familiers énormément. Mais les gens se connaissaient, donc il suffisait que, voilà, on oubliait de dire bonjour à quelqu'un. Tout le monde le savait, tout le monde était au courant, donc il fallait, entre guillemets, il ne fallait pas se louper. Je pense que les grandes personnes à cette époque-là, même les gens qu'ils n'aimaient pas, ils étaient contents de les rencontrer, quoi. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les téléphones. Ça fait qu'on vivait plus, on prenait le frais devant nos maisons. La place du Coq, il y avait des bandes partout, sous les arbres. Les mamans, toutes les après-midi, venaient tricoter, tout en gardant leurs petits-enfants qui s'amusaient. Tous les petits s'amusaient sur la place. Notre point d'accès, c'était aussi le bar de l'aviation, parce que c'était le seul endroit où il y avait une télévision. Et donc, quand on pouvait, on allait voir un peu la télévision. C'était... On venait au bar, on allait marrer, et il y avait plein de monde parce que lui, ils avaient la télévision. Les enfants et tout le monde de la famille. Mes parents avaient le bar. Et quand mon père a acheté la télé, c'était plein. Tout le monde était assis sur le billard, un peu de partout, pour venir voir la Coupe du Monde en Suède. Des fois, mon père, il me menait sur la place avec lui, parce qu'il faisait nuit. Et là, les gens, ils se réunissaient. Enfin, c'est pas des réunions, mais ils étaient là, ils blaguaient. Et ils parlaient tous en patois. C'était des petites communautés qui se formaient comme ça pour parler, et parler de la vie, de tous les jours. On avait certains Cuersois qui disaient on fait le tour. Alors on fait le tour de Cuers. Donc
Il partait on va dire, de la place Générale de Gaulle, il montait la rue des Quatre Frères Bernard, puis il passait par la Robiquière, il redescendait par Potonnier, il retournait vers là-bas. Bras dessus, bras dessus. On faisait 100 pas, je me rappelle. Alors on remontait un peu la fâche d'Arro et on descendait pour en parler, après on s'asseyait et on refaisait ça, c'était notre plaisir. Le soir, à la belle saison, les gens ils prenaient leur petite chasse et ils sortaient devant la maison et ils discutaient avec le voisin. Les commères du coin qui racontaient celui-là, tu sais pas, avec celle-là. On savait tout. Alors celle-là, elle est enceinte, c'est lui qui l'a mise enceinte, elle va accoucher tel jour. La vie du village, elle se refaisait le soir quand les anciens prenaient le frais. C'était l'époque où il y avait moins de voitures, on était avec les chevaux, vous voyez. Il y en avait guère de voitures, il n'y avait pas de voitures. Des bagnoles, il y en avait 2 ou 3 dans le village, l'instituteur, le médecin. Mais les gens un peu aidés, le dentiste, le patron de la poste, voilà. C'était un village rural. Le moyen de locomotion, c'était la charrette pour ceux qui étaient en campagne. Vous savez, moi, mon grand-père avait un cheval, bien sûr, comme tous les paysans. Vous aviez tous les agriculteurs qui avaient le cheval, la charrette. Ils rentraient les fouets au grenier. Après, ça descendait dans un conduit qui arrivait directement à la mangeoire. Moi, j'ai mon oncle, il était né en 1901. Mais il disait que dans les ruelles, il y avait de la paille pour les bestiaux. Quand ils marchaient, les chèvres, les moutons, les chevaux. Quand j'étais gamin, il y avait toujours un troupeau de moutons qui traversait la place de Gaulle. Pour nous, c'était normal. On faisait des blagues avec ça, avec les pétoules des moutons. On mettait ça dans les boîtes de cachou pour faire manger aux copains, quoi. Pour aller à l'école, est-ce que les trajets étaient accessibles et longs? À 6 ans, j'ai commencé à aller à bicyclette. Je descendais toute seule, jusqu'à 14 ans, en bicyclette. Il y en avait un qui venait presque en bas de Pierrefeu, à Cuers, à pied. Il avait 4 kilomètres à faire tous les jours. Mes parents n'étaient pas inquiets. Ils me laissaient aller à l'école, tranquille, je sortais de l'école, puis on allait à la maison. Si à 11h30 on sortait, on prenait une averse comme ils viennent de faire, les mères ne venaient pas nous chercher, on rentrait trempés et heureux parce qu'on ne serait pas engueulé compte tenu du temps. Comment était l'école à votre époque? C'était séparé à l'époque. D'un côté, disons, quand vous êtes sur la place, vous aviez à gauche, c'était l'école des garçons. À droite, c'était les filles. Hein? Pas de mélange à l'époque. Hein? Il y avait 4 classes à droite pour les garçons, 4 classes à gauche pour les filles. Les récréations aussi. Tout le monde était séparé. On était bien séparés. À 15-6e, on se retrouvait avec les mélangés. Vous nous avez apporté une photo, vous pouvez nous la montrer ou nous en parler? Elle date de 80 ans. C'est devant les écoles. J'avais 10 ans là-dessus quand j'allais à l'école. Je suis là. Ça se voit, j'ai toujours ma belle voix. J'ai toujours ma tête. Est-ce que vous portiez des uniformes? On avait la blouse noire. On me tournait sur le côté ou au milieu. Des fois, on y mettait un peu quelques rangées de rouge, de fil rouge. Ah, c'était obligatoire. On était tous habillés pareil. On n'avait pas quelqu'un qui a une belle jupe, l'autre qui l'avait pas. Il n'y avait pas de jaloux. On était tous pareils. On ne se mettait pas assis. De suite, en arrivant, on attendait devant le bureau que la maîtresse nous donne l'ordre. C'était plus sérieux que maintenant. On nous mettait des cartes en carton au tableau, voilà, et puis on nous faisait pas trop imaginer ou découvrir par nous-mêmes. On nous inculquait des notions. Voilà. À 14 ans, j'ai quitté l'école. Certainement, on n'avait pas le choix parce que moi, je crois qu'ils ne me l'ont pas demandé.
parce qu'ils avaient le travail à la ferme. Hein. Mon père m'a dit, mais là, que t'es grand, et j'étais grand, oui. Il faudra plus jouer au football, parce que j'ai besoin de toi pour travailler à la campagne. À 9 ans, j'ai commencé à faire les vendanges. À 9 ans. J'arrivais pas à traîner le seau. Je ramassais les cerises, j'emballais, je menais des tracteurs, je sulfatais, je faisais tout ce qu'il y avait à faire à la campagne. Je travaillais très jeune. Très, très jeune. Quelquefois, je sortais à 5 heures du matin avec ma mère. Nous allions envoyer du soufre sur la vigne. On avait un sac avec du soufre et à chaque vigne. Tac, tac. C'était du travail. Avant que le vent se lève, il fallait le faire. Donc à 3h, 3h30, 4h du matin, il partait dans les vignes à faire ce geste-là de soufre pour protéger la fleur de la vigne. Qu'est-ce que vous cultivez avant les champs? C'était quand même au départ un village, je pense, de paysans. C'est un cœur agricole, hein, ça nous a apporté beaucoup. Ne serait-ce qu'en notoriété aussi. La plaine de Pierre-Feu est connue pour ses AOC. C'était tout de la culture. La moindre parcelle de terrain était cultivée. La viticulture, l'agriculture. Olivier, cerisier et vigne. Mais la principale culture, c'était la vigne. C'était la vigne. Donc, mais après, dans les vignes, il y avait le pêcher. Tous les 5-10 mètres, il y avait un arbre. C'était un pêcher, un abricotier, un cerisier. C'était tous des arbres comme ça, quoi. C'était ça en agriculture, c'est-à-dire qu'ils faisaient un peu de tout, ils vendaient leur surplus pour se faire de l'argent, pour acheter autre chose. Il y avait 2 coopératives, et une au boulevard Gambetta et une sur la route qui allait à Pugéville. Et à chaque coopérative, il y avait la queue. On faisait le vin à la coopérative et on le vendait. C'était notre récolte, c'était notre avoir. Il y avait beaucoup de vignes. Les gens avaient arraché parce qu'avant il y avait des oliviers. Et dans les collines, c'était quelqu'un couvert d'oliviers. Les gens étalaient des draps, les hommes, bien souvent violets, avec une canne ou un bâton, ils tapaient sur les olives pour les faire tomber. Et le soir, on portait les olives au moulin. Il y avait des moulins à huile, il y en avait 2 ou 3 ou 4. Un peu de vigne, un peu d'olive, ça fait que vous aviez des récoltes. Il y avait des fruits aussi. Il y avait les cerises. Les cerises, j'en ai cueilli, vous savez. Il y avait des maisons où on rompait des personnes et on triait les cerises. Alors ils les triaient bien et ils les mettaient dans les petites barquettes comme ça. Et dessus, ils les coiffaient, ils les arrangeaient bien. Et rien, ils mettaient les plus belles. Ils coiffaient les plateaux, on appelait. C'est-à-dire qu'ils les couchaient, les cerises. Et la cerise venait sur la queue de celle de devant. Ça fait qu'on voyait que les boules rouges. Parce que quand ça partait sur Paris, il fallait que ça ait un peu plus de classe. Toutes les cerises qui avaient un petit défaut de côté, si elles étaient trop mûres de côté, parce qu'on ne pouvait pas les expédier, et tous les jours, ils partaient des trains pour Paris. Et même pour Londres. Même en Angleterre, elles étaient expédiées. De Quers, il partait à peu près 2 à 3 wagons à Paris, hein, comme il en partait autant de son Espon. La seule industrie qu'il y avait, comme je dirais, industrie, c'était les 3 bouchonneries qu'il y avait. C'est vrai que c'était l'industrie de l'époque, hein, de Quers et de tous les villages qui étaient autour. Hein. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient à l'intérieur de la Vulliès, hein, que ce soit la récolte ou dans les usines de bouchons. C'était à côté de l'ancienne gendarmerie de l'époque. Là. C'était une source de revenus pour... il y avait beaucoup de femmes qui allaient à la bouchonnerie. Ma grand-mère y travaillait déjà. Et après, celle de mon âge, elles y étaient aussi. Ça faisait donc une embauche de main-d'œuvre femme, beaucoup de femmes, et également d'hommes.
On travaillait, on était employés dans cette usine. Nous aussi, moi j'ai travaillé. On prenait du liège autour des arbres dans les collines, là, et après ils le broyaient, ils le mettaient dans des machines, et ils sortaient des longs tuyaux. Et nous, on les mesurait d'1 mètre, après l'autre à 50, enfin. Et on tournait autour des tables comme ça pour couper. Et c'était à la main. Et puis on faisait des bouchons qu'on vendait, des bouchons de liège. C'est des employés qui vendent des cerises, donc c'est peut-être une entreprise qui fait ça à temps plein parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup. C'est une industrie familiale peut-être, donc les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, parce qu'ils peuvent se ressembler. On voit qu'il y a un homme et le reste c'est des femmes. On voit qu'il y a plein de cagettes et qu'ils sont en train de un peu tout trier. Vous avez juste sur la place de la Convention encore la porte de ce qu'ils appelaient la remise avant. Elle est marron, il y a encore écrit, on arrive à distinguer hôtel des négociants. À l'époque, ça venait négocier. Négocier en tout, en vin, enfin beaucoup en vin. Moi je sais, il y avait beaucoup la famille Sumer qui venait. Comme ça faisait hôtel aussi, il y avait les représentants qui passaient. Ils arrivaient à la gare, il y avait une navette avec le cheval hein, au début. Il y avait une grande écurie, elle donnait sur l'avenue Foch, et après elle donnait sur la place des écoles, ou à la foire du 5 avril. Voilà. Il y avait des chevaux de deux côtés. C'était la foire annuelle, il y avait beaucoup de monde. Et toutes les personnes qui voulaient vendre son cheval venaient la veille à l'hôtel avec le cheval. L'hôtel des négociants avec une grande remise. Et il y avait quand même une dizaine de chevaux. Ça, je me rappelle bien, parce que c'est le maréchal Ferrand était l'ami de mes parents et il avait beaucoup de travail pour ferrer tous ces chevaux. La foire, le 25 avril, c'était un moment magique pour nous parce qu'il y avait tous les maquignons qui amenaient leurs chevaux. Ouais, c'était une très belle foire agricole. Les gens venaient de l'extérieur, de Pierrefeu, Pugerville, tout le monde se rangeait pour que ce jour-là, ils voient la foire. Il y avait beaucoup de producteurs qui vendaient des plants de fleurs, de légumes, voilà. Il y avait les premiers tracteurs, c'était des supporteuses à cheval. À cet âge-là, tu parles, j'étais de la campagne, hein. Pour moi c'était... Ça, c'est le... Ah oui. C'est le grand-père de Bernard. Ouais. C'est le grand-père du maire qui avait l'hôtel des négociants. Ah ouais. Ouais. Du bâtiment de la mairie jusqu'au stade là-bas. Ce n'était qu'un champ, des cerisiers, On allait piquer les cerises, M. Pessonneau, il nous courait après avec le bâton. Oui. L'espace Pessonneau est devenu la mairie il y a une vingtaine d'années, du temps de M. Guégou, qui était maire. C'était tout un champ où c'était notre terrain de jeu. Ouais. L'école n'était pas aussi grande que ça. Juste derrière l'école, avant le collège, tout autour du terrain de football, il y avait ce qu'on appelle l'espace Pessonneau. La barrière qu'il y a au fond de la cour, c'était un grand mur. Et c'était un champ qui partait jusqu'à l'autoroute, qui appartenait à M. de Pessonneau, qui était propriétaire de la mairie. Et là où il y a le parking, là maintenant, François Mitterrand, il y avait son métayer, M. Lanza, avec les vaches et il vendait le lait. Là où il y a le gros platane, où ils attendent le bus, tout ça, ce gros platane là, il y avait la ferme. Et M. Lanza avait un magasin, donc sur l'avenue Proche, où il vendait son lait tous les matins. Lorsque j'allais à l'école, avant de descendre de nouveau vers à 4h30 à la campagne, donc chez maman et papa et grand-père, je prenais le lait à Lanza. On prenait notre pot au lait, on allait chercher le lait chez Madame Lanza et on retournait avec notre pot au lait. Et on déjeunait avec ça. C'était du vrai. Une vraie qu'on faisait bouillir et qu'on prenait le petit déjeuner le matin comme on fait la crème dessus et tout. Ouais. Celui qui est resté, on l'envoyait à une coopérative. Il était bon le lait. Si tu le buvais,
Tu sentais le bout du lait. En 1942, j'étais à l'école là, j'avais 12 ans. Quand les Italiens nous ont envahis avec les Allemands, la première chose qu'ils ont fait, les Italiens, ils nous ont pris l'école de garçons. Alors le maire de l'époque, il a mis toutes les classes primaires dans les bars. Et nous étions au Chic-Bar. De Moulin. De Moulin. Où maintenant il y a la banque. Oui, il y a la banque, le crédit agricole. Un bar. Et au premier étage, il y avait une salle avec un billard. Et ils avaient poussé le billard, on avait fait l'école là. Et ça, jusqu'à la Libération, on a été, les Italiens, ils étaient là. Je crois que c'est les Versaglieri. Ils ont occupé Perth. Ils ont stationné à ce qu'on appelle l'abattoir. Il y a un théâtre maintenant. Il fallait se tenir à carreau, comme on dit. On ne pouvait pas sortir le soir, il fallait faire la sombre dans les maisons, voyez-vous. Au couvre-feu, le soir, la nuit, il y a des couvertures sur les fenêtres qu'on ne voit pas un trait de lumière. Alors on avait des bougies, si on n'avait pas l'électricité, il y avait des bougies. Mon père, il montait écouter le poste. Clandestinement. Hein? Radio Londres. Parce que c'était interdit. Si vous pouviez prendre, ça pouvait être la déportation ou vous étiez fusillé. J'en ai connu de ces gens. Hein. Les Kursois qui faisaient partie de la Gestapo, ils venaient réquisitionner mes frères pour aller travailler pour les Allemands. Comme ça, ils n'étaient pas payés. Ma mère, elle en pleurait. Et ils ne ramenaient pas des sous pour nous faire manger. J'ai eu des parents qui ont été mobilisés, qui ont été prisonniers, n'est-ce pas? Des oncles, de la famille. Le mari de ma cousine, qui devait partir en Allemagne, on l'a gardé chez nous caché pendant 2 ans, caché dans un placard, derrière mon lit. Et les Allemands sont venus 2 fois le chercher. Alors ça, c'était pas marrant. Moi, mon grand-père, qui était menuisier, il avait 2 bains dans l'atelier. On nous avait pris le 2e bain et on nous avait mis un Allemand. Et ça, c'était un espion. Alors, on ne parlait jamais de politique ni rien chez mon grand-père. Mais quand on a su, on a dit alors on fera encore plus attention. Comment ça se passait pour manger et tout? Combien vous avez de pâtes pour manger? Pendant la guerre, alors, on a eu les mauvais temps. On n'avait pas ce qu'on voulait pour manger. Hein. On avait là, on n'avait pas le droit, oui, d'avoir n'importe quoi, d'acheter n'importe quoi. C'était vraiment du rationnement. Et on avait 250 grammes de pâtes par mois, par personne. Hein. On avait 700 ou 750 grammes de sucre par mois. À chaque fois, on nous coupait un petit carreau, il fallait coller tous les papiers et tout. Il y a des jours où on avait droit à un peu plus de pain ou un petit morceau de... voilà. Les enfants, déjà, c'était dur, mais pour les parents, ça devait être plus dur. Parce que le morceau de pain, ben, c'était pas eux, ils le partageaient pour les gosses. Ça a été difficile pour les ravitaillements, tout ça. Mais enfin, nous étions à la campagne. Donc, on avait déjà plus de ravitaillement que les gens de la ville, voyez-vous. On épluchait les pommes de terre et on plantait la peau. Et avec la peau, on avait des petites pommes de terre comme ça. Alors on se débrouillait, on les faisait cuire dans des tomates. Ma grand-mère, moi, elle faisait la daube de pommes de terre. Elle était cuite dans un coulis de tomates. Il n'avait pas de gras. Ah, il n'y avait pas de cholestérol, là. On n'avait pas de cholestérol. Est-ce que vous avez été obligé de partir de chez vous à cause de la guerre? Quand la sirène sonnait et qu'ils venaient bombarder Toulon, souvent ils passaient par Perth, on partait de la maison. On allait dans une maison de campagne. On montait plus haut, en haut, sous un pont de la rivière. Si vous étiez dans l'heure, ça allait. Si vous étiez un peu plus en retard, vous aviez des avions qui, ils m'ont mitraillé un peu. Alors on allait sous un mur, dans un ruisseau, et on ne bougeait plus. Il y avait ce qu'on appelait la Tanne du Loup, une galerie qui se trouvait à l'époque sous le château. On rentrait là-dedans, on restait de 5-6 heures dans des trous, hein, parce que ça bombardait. Ça en avait peur. Hein. On entendait bien les bombardements de Toulon. Hein.
On les entendait très bien, on voyait la fourmi et tout. Hein. Comment s'est passée la libération après la guerre? Comme on savait que ça allait barder, on était montés dans les collines de Clers, sur l'éveil. On avait un cabanon en pierre sèche, on y était 16 dedans. Alors, on dit, on couchait sur des draps pour ramasser les olives. Dessous, on avait mis un peu de paille. Et ça sillonnait le ciel et moi, j'avais peur. Je disais, maman, maman, ils sont encore là, les vilains monsieur. Pour Cuers, ça s'est passé rapidement. Il n'y a eu aucun combat à ma connaissance. Mais pourquoi? Parce que les Allemands avaient évacué Cuers. Ils s'étaient retranchés tous à Chauviès-Ville et ils avaient fait sauter le pont. Comment est-ce que vous avez su que la guerre elle était terminée? D'abord, on a vu des soldats qui montaient sur les barres, qui allaient sur Melgencier. Et puis nous, on descendait et on a vu après en bas les Américains, les Français, on était heureux. Ils nous donnaient des chewing-gums, du chocolat. C'était la fête. Voilà. Pour moi, c'était la fête. Les soldats espontois qui avaient des propriétés importantes avaient porté de quoi manger. J'ai jamais autant mangé de ma vie pour cette libération. Une dame avait le tambour, elle faisait le tour de Cuers pour l'annoncer. C'était une délivrance, hein. Quand on a été libérés, hein. C'était beau, hein, on était tous contents. Il y en avait qui avaient perdu leurs parents ou autre. Il y en avait qui avaient leur maison défoncée ou n'importe. Non, c'était vilain, quoi. Il fallait que ça s'arrête, quoi. L'arrivée de l'électricité. L'électricité, on n'avait que les lampes à pétrole ou bien les petites veilleuses. Moi, ma mère, à la campagne, quand je me suis mariée en 1957, j'avais 20 ans. Et elle avait encore pas de gaz, pas de frigo, voilà, cette année-là. Le frigo, vous savez où il était? Dans le puits. On descendait avec un panier à salade, panier à salade. Enfin, le panier à bouteilles dedans, et puis on le descendait dans le puits, au frais. Et puis on le conservait dans de l'eau. Eh oui. On changeait l'eau dans la journée, mais il était toujours mou, comme ça, il faut les pieds. Pour faire les tartines, c'était super. Thomas s'y passait, te donnait de la glace. Et c'était large comme ça, haut comme ça. Et alors on soupait comme ça, et on était là, la glace. Mon père était brasseur. C'est-à-dire, il fabriquait de la bière, des boissons gazeuses, de la limonade évidemment. Et pour arrondir les fins de mois, il vendait de la glace parce que le réfrigérateur n'existait pas encore. Et pour l'hiver, du charbon. Parce que le fioul n'était pas encore domestiqué comme il est actuellement. Les marchands de bois et de charbon ont beaucoup travaillé à cette époque-là. On se chauffait beaucoup au bois. On allait dans les collines, on faisait du bois. C'était pas compliqué, tout le monde avait une cuisinière en fonte qui était dans la cuisine, qui servait à faire les repas, à faire ce qu'on avait à faire. Et puis ça vous chauffait la maison, hein. On laissait ouvert entre les pièces, mais vous savez, lorsque vous avez la dernière pièce, elle n'était pas trop chaude. Donc on était tout le temps couverts, avec des bonnets même, hein, et des gants parce qu'il faisait très très froid. On avait froid aux pieds. On entourait le pied des chiffons et puis on mettait comme ça. Les chambres ne n'étaient pas chauffées. Hein. Moi, ma maman, elle venait avec la chaufferette, elle prenait de la braise, elle le mettait dans ce truc et délicatement, elle le passait dans le lit pour chauffer le lit. Et quand je me mettais dedans, oh que j'étais bien dessus. À l'époque, pendant la guerre et un petit peu après, il n'y avait pas encore le tout à l'égout à Cuers. Le tout à l'égout, il a été en 1954. Avec les seaux, on allait en bas à la fontaine, hein,
J'avais mesuré, un jour, il y avait 32 mètres de distance. Hein, et la rue en pied cul, elle est comme ça. Hein. Moi, ma maman, elle avait toujours dans l'évier une bassine. Et quand il faisait cuire des pommes de terre et des haricots verts, ben, l'eau, il la gardait, ça servait à arroser. Comment vous faisiez avant, étant donné qu'il n'y avait pas de salle prévue à cet effet? Au lavabo ou à la cuisine, à l'évier. On mettait le robinet et elle se lavait comme ça. Ma mère elle mettait un récipient assez grand dehors, elle faisait chauffer l'eau, on passait tout dans cette eau. On commençait à se laver la figure, se laver, bien se savonner, et puis après on se rinçait avec la même eau. Voilà, on allait à la rivière, qui est au Veil, là. On allait se laver dans le trou du Grafo, ça s'appelle. On allait se laver à la rivière. On ne se lavait pas 2 fois par jour. Et les toilettes étaient aussi à l'extérieur. Dans les chambres, il y avait ce qu'on appelait le jure. C'était le petit pot de chambre, soit en ferraille, émaillé, ou en terre cuite. Où on faisait nos besoins dans les seaux et on les mettait devant la porte. Et le matin, il passait on appelait ça la pinette. Il passait, comme on dit, un bonhomme et on mettait la tinette dehors et il versait. Voilà. Il avait une grosse jerrycan derrière et il vidait tous les seaux qui avaient les besoins dedans. Et vous déposez le seau devant la maison, et puis vous allez faire le laver à la fontaine. On allait laver au lavoir. Dans le vieux quartier, on avait deux grands bassins, on appelait les bassins. On avait des lavoirs un peu dans tous les coins du village. Il y en avait un énorme où il y avait un truc d'eau qui coulait comme ça nuit et jour. Et là, il y avait celles qui faisaient le lavage pour les gens, les lavandières. Et puis, il y en avait un autre où alors, nous, on allait, c'était intermittent. C'est là, moi, que j'ai appris à laver le linge. Hein. Ma mère, elle m'a souvenir avec ses belles sœurs, avec la carriole, où elle mettait la lessiveuse, et elle allait au cabanon, elle faisait bouillir le linge, et après elle le rinçait au lavoir. Et on étendait. Alors si vous aviez des draps, il y avait des prés, on les mettait au soleil, ils finissaient de blanchir. Et c'était très bien, là, ces journées où on était en train de laver, c'était formidable pour nous. C'était charmant, parce que là on se retrouvait toutes les personnes du quartier, un peu les dames du quartier. On se racontait des tas de choses de cuisine. Et puis ça faisait passer le temps. Et en même temps, le linge, il était propre. C'était un moment où c'était rafraîchissant, on peut le dire le mot. Sous cuir, une bourrée d'eau. Pas se leurrer, hein. Partout où vous allez, il y a de l'eau, quoi. À 8-10 mètres, même il y a des amois à 2-3 mètres, il y a de l'eau. Hein. Toutes les collines alentour de Cuers, si on se mettait à déboiser les collines, on s'apercevait qu'il y a plein de restants. L'eau qui venait de la source, elle arrosait beaucoup de jardins, et le surplus de l'eau retombait dans la rivière. Partout où on pouvait faire planter un arbre à l'arrosage, on le faisait. Il y avait une association syndicale autorisée, l'ASA de Cuers, ils appelaient ça. Ils partageaient le temps d'arrosage. Et il y avait des canaux, le canal des arrosants, qui circulaient dans tout Cuers. Et donc avec des martelières à l'époque. Et ils levaient la martelière pour avoir 3 minutes d'eau, pour rebaisser la martelière, et après c'était notre, etc. Ça alimentait les jardins, on voyait passer même au milieu de la ville. Il y avait des canaux, et les agriculteurs ils venaient au milieu de la ville pour mettre les martelières, ils alimentaient, et ça descendait jusqu'au sud du village. L'eau des arrosages, ils servaient pour l'eau, pour le village, pour boire. Hein. Et puis il y avait les fontaines. Tout le monde nettoyait la servitude et le ruisseau. Aujourd'hui, il n'y a plus parce que ça s'est perdu avec tous les lotissements qui se sont faits, les constructions qui se sont faites autour. Et même voir sur les canaux, c'est fini. Quand vous étiez jeune, est-ce qu'il y avait des cinémas à Cuers ou d'autres loisirs? Il y avait
quand j'étais jeune, un cinéma qui était sur la route de Toulon. Il s'appelait le Studio. Et après, il y a eu un deuxième cinéma. Donc, il y a eu deux cinémas. Le Star et le Studio. Mon père, quand il y avait Pagnol, quand il y avait des chantes provençales, il adorait ça. C'est vrai. La seule attraction qu'il y avait à Cuers, c'était ça. Ça et la fête du village. La fête, elle était sur la place Général de Gaulle. Elle durait 4 ou 5 jours, la fête. Le soir, il y avait le grand bal. Ils mettaient clôturaient l'enceinte du bal avec des feuilles, des branches de palmier. Et à 18h, 17h, 18h, les orchestres qui étaient invités à faire danser le soir faisaient des terrasses de bar et ils donnaient un concert. C'était la fête de la Saint-Pierre. Saint-Pierre étant le patron de la paroisse et tout ça. C'était le premier dimanche d'août. Alors il y avait la fête le samedi, le dimanche, le lundi et le mardi. Il y avait le bal le soir. Alors moi c'était sur ma fenêtre. Je restais jusqu'à 2h du matin. C'était un moment vraiment festif. On attendait ça. Tout le monde venait. Nous les cousins de Marseille, les cousins du Var, du Haut-Var. Vu qu'on était chef-lieu du canton, il y avait une foule énorme qui venait de partout. Toute la place était tapissée de bancs, de tables. On ne pouvait pas passer d'une place à l'autre. C'était impossible. Les ouvriers de l'Arsenal, qui étaient cuersois, prenaient 15 jours de vacances pour ne se consacrer qu'à la fête de Cuers. C'était jour de fête. Tout s'arrêtait. Les dames se mettaient sur leurs plus belles tenues. Les enfants, pareil, c'est la fête, quoi. À partir de 14-15 ans, mes parents m'accompagnaient au bal. Il y avait une scène, un orchestre, et les gens dansaient. À l'époque, les gens dansaient, il n'y avait pas 3 personnes au milieu. Il y avait une magnifique estrade qui tournait le dos au bassin. Et on dansait pendant 3 ou 4 jours, tous les soirs. On voyait des anciens qui dansaient, ça m'a marqué, j'ai jamais oublié. Qu'y avait-il comme commerce avant? Il n'y avait pas les supermarchés, hein, parce que le supermarché, c'est un petit peu l'exemple américain, c'est venu un petit peu après. La rue Benjamin flotte. À l'heure actuelle, eh ben, elle est morte, cette rue. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors qu'avant, il y avait une boulangerie. Qui faisait le pain au feu de bois. Et l'odeur, je l'ai jamais oublié. Il y avait une telle activité dans Cuers, alors que nous étions beaucoup moins nombreux, mais il y avait beaucoup plus de choses. On trouvait tout ce qu'on voulait. L'habillement comme on mangeait. Il y avait Toucasse, tout le monde l'a connu. C'est un quincaillier que s'il n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Il avait de tout. Quand vous voulez une bêche, un chapeau de paille, un parasol, il avait tout, monsieur Toucasse. Vous ne trouvez pas quelque chose, vous alliez chez lui. Il y a des gens de Toulon qui venaient ici à Cuers chercher ce qui leur manquait à Toulon pour chez monsieur Toucasse. Il y avait plein de petits commerces, plein de petites alimentations. Il y avait plein de épiceries, des épiceries de quartier, des bouchers, puis tout le monde se connaissait, quoi. Cette poissonnerie qui est là contre l'église, il y a un moment qu'elle existe. Hein. Moi j'étais jeune, je l'ai toujours vue. C'était une dame qu'on appelait Rosette Bernato, et qui tenait la poissonnerie. Rosette, alors elle, là, elle criait, elle criait. Elle faisait comme elle a crié, justement. Venez, m'acheter mon poisson, il est beau, mon rouget. Ah, Rosette, ouais. C'était un personnage. Hein. C'était une poissonnière, mais bien, voilà. La poissonnerie est restée fermée 4 ans. Je voulais la rouvrir. C'était mon... voilà, j'ai tout fait, tout pour ouvrir cette poissonnerie. Ça fait partie quand même des commerces essentiels pour un village. Il n'y avait pas de poissonnerie. C'est une dame qui l'a peint du temps de Rosette, donc ça n'est pas jeune. Et j'ai reçu donc la petite fille de cette dame
qui est venue un jour prendre la photo de cette fresque. Elle m'a dit surtout ne la détruisez pas. Il n'en est pas question. Je ne détruirai jamais ça. Coucou! Sur cette place, il y avait 1, 2, 3, 4 épiceries qui travaillaient toutes à plein pot, quoi. C'était une place qui vivait beaucoup. Il n'y avait pas de grande surface non plus. Si quelqu'un avait quelque chose, il portait à l'alimentation qui était dans le village, parce qu'on était 23 d'alimentation. Ma grand-mère avait l'épicerie sur la place de Gaulle. Avait l'épicerie là dans le coin, ses appartements au premier. Et nous, avec ma mère qui était veuve, on était au second. C'était toujours ouvert. Il y avait de tout. Un peu de lait, elle vendait des boutons, elle vendait même le pétrole. Il y a les bidons d'ailleurs. Quel est le changement que vous regrettez le plus? J'ai vu construire le premier grand supermarché de la région, où il y a maintenant le carrefour de Grand-Var, et il s'appelait Euromarché. C'était le premier. Quand les grands magasins sont arrivés, tout le monde a fermé. Il n'y avait plus rien à faire, plus de magasins. Des fois, on dit, tiens, il me manque tel shop. On allait vite à pied, jusque-là, le chercher. Maintenant, il n'y en a plus. Il faut aller aux grands magasins. Et les grands magasins, il faut la voiture pour y aller. Que pensez-vous de l'évolution de Cuers? Ça a beaucoup changé dans la mesure où les voitures sont arrivées, ainsi que les immobiliers. Beaucoup de paysans ont vendu leurs terres et des maisons poussées, voilà. Quand ça a été racheté, petit à petit, les gens ont reconstruit dessus et pour monter jusqu'à presque à Notre-Dame de Santé. Si vous montez maintenant à la chapelle Sainte-Thérèse, alors, qu'est-ce que vous voyez? De partout. C'est plus que des maisons maintenant partout. Vous les voyez au flanc des collines et même plus haut. Cuers s'est modernisé, Cuers, il y a beaucoup d'entreprises, de sociétés qui se sont montées. On a une ZAC. Maintenant, nous considérons qu'on n'est plus un village, on est pratiquement une petite ville. Et donc, l'état d'esprit a énormément changé. Et on le ressent. Il faut accepter le modernisme aussi, hein, parce que il est certain qu'avant c'était bien parce qu'on n'était qu'une poignée. On était 3500. C'était une autre époque. Hein. Maintenant, il faut évoluer avec son époque. Il faut essayer de recréer des liens, que les gens se rencontrent. C'est vrai que ça a énormément évolué, mais je dirais en bien. Il y a beaucoup plus d'animation. Pour moi, personnellement, je suis heureux d'avoir passé mon enfance à Cuers. Je suis né à Cuers, c'est ma ville, quoi. Je l'ai dans le corps, dans la peau, et c'est comme ça, quoi. Hein. Je suis fier d'être Cuersois. Je suis très heureuse d'être née à Cuers, parce que c'est un gentil village, et j'adore mon village. On me dirait, tu quittes Cuers et tu te retrouves dans une grande ville. Ben, je pourrais pas. Parce que je me suis habitué à mon village, et que je l'aime. La mémoire, c'est la mémoire des anciens, et on est obligé pour vivre. C'est comme dire un arbre, il lui faut des racines. Eh bien, au plus il a de racines, au plus il est stable, au plus il est bien dans sa tête. On n'est pas comme du pollen dans le vent, parce qu'après on ne sait pas où on tombe. Moi je voulais dire merci au Seigneur du coup pour nous avoir fait apprendre l'évolution de Cuers et du coup ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir à entendre l'histoire. Parce qu'on entend souvent par les cours d'histoire, par nos professeurs, mais c'est mieux par entendre par des personnes qui ont vécu les choses. Ouais.